Bonjour tout le monde, bienvenue au Forum des femmes congolaises, l'édition 2023. Je m'appelle Liliane Kirero. Aujourd'hui, nous serons en train de parler autour de 3 thèmes. Nous serons en train de parler de la carrière, de la communauté et de la culture. Je suis avec moi, avec 3 femmes merveilleuses. Aurélie, bonjour Aurélie. Pamela, Madame Sylvie, bienvenue encore. J'aimerais directement commencer par Aurélie Bibetio. Tu veux bien, on aimerait bien faire un peu connaissance de Aurélie. Qui êtes-vous? Que faites-vous? D'accord, bon, je m'appelle Aurélie Bibentio. Je suis entrepreneur, je suis fashion designer, styliste, modéliste. J'ai une marque de vêtements Bintio Wear, made in Congo. On a commencé en 2020, fin 2020, quand je suis rentrée, parce que je n'ai pas habité à Goma pendant longtemps, mais je suis rentrée en fin 2020 pour commencer mon business et tout. Ouais. Madame Pamela Tulizo, qui êtes-vous? Merci Lily, moi c'est Pamela Tulizo, je suis photographe documentariste basée à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Ma démarche artistique est basée sur l'image de la femme, l'identité féminine et le rôle de la femme dans la société. Madame Sylvie, qui est Madame Sylvie? Oui, Madame Sylvie Mwengesiali, je suis directrice de Kassi Bio SARL, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation de fruits et légumes du Grand Kivu en boissons. Nous produisons des jus de fruits, nous faisons du vin blanc à base d'ananas, du vin rouge à base d'hibiscus. Nous faisons aussi des sirops de fruits, nous faisons des liqueurs et nous comptons faire la champagne et la bière. Wow, impressionnant. Vous serez d'accord avec moi que nous avons devant de nous des femmes impressionnantes. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre expérience ici à Goma? Comment est-ce qu'aujourd'hui on parle de Aurélie, styliste? À quoi a ressemblé votre enfance à Goma? Donc moi, au fait, je suis née à Goma, j'ai grandi à Goma. Et après, en 2010, je suis partie vivre aux États-Unis. J'ai fait mes études là-bas, j'ai étudié les relations internationales. J'ai toujours su au fait que j'allais rentrer au pays, ça j'ai toujours su. Mais rentrer en tant que styliste modéliste, c'était pas vraiment dans mes plans. Mais j'ai toujours eu une passion pour les habits, créer et tout ça. J'ai toujours eu ça en moi depuis longtemps en tout cas. Et donc, je dirais que c'est plus la passion que j'ai des habits, de juste créer. Ça a pris, how can I say it? Ça a vraiment pris, it took over, ouais, si je peux dire ça. Et c'était plus pendant le confinement que tout a vraiment commencé pour moi. Je me suis dit, OK, je dois me lancer et tout. Donc, voilà, j'ai créé Made in Congo, c'est vraiment Made in Congo. Et vu que je ne pouvais pas le faire là-bas, donc je suis rentrée pour le faire ici. Wow. Pamela, est-ce que vous pouvez dire que lorsque vous étiez enfant, vous pouvez vous imaginer étant grande photographe? Bah non. Bien sûr que non. Moi, je suis née à Bukavu et je suis arrivée à Goma, j'avais 2 ans. On est arrivé à Goma avec mes parents. Je suis née dans une grande famille. Une famille très patriarcale où la femme ou la fille n'a pas vraiment une considération très comparable à l'homme ou au garçon. Donc les femmes, on était très invisibles dans la famille, mais mon père avait l'appareil photo, mais on n'avait pas le droit d'y toucher. Donc, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, je pouvais être photographe. Donc, tout a commencé après mes études secondaires. Je fais une formation à la RFI de journalisme et je commençais en tant que journaliste ici à Goma, une chaîne qu'on appelle Emmanuel TV. J'étais présentatrice, j'ai évolué là-bas, reporter, directrice de production et consorts. Et c'est après
après, quand j'ai réfléchi, j'ai vu que la voix était un peu étouffée. C'était pas vraiment libre. On ne pouvait pas aborder certaines choses. Tu ne peux pas dire tout ce que tu penses. Ben, c'est la télé, donc il faut suivre ce qui est là. Il faut suivre une ligne éditoriale et tout. Après, je me suis dit, qu'est-ce qui peut me permettre de dire quelque chose très haut sans pour autant le dire? Alors, pour moi, la photographie était le moyen le plus efficace que je pouvais utiliser comme lance-voix pour aborder certaines questions que forcément la société n'aborde pas. Et j'avais pas de notion, j'avais pas de formation. Alors, j'ai commencé comme ça, sans formation, par-ci, par-là, des amis et tout. Mon mari m'a aidé à mes débuts. Et puis après, je suis partie en Afrique du Sud pour étudier maintenant la photographie. Je fais documentary and photojournalism. Waouh, quel parcours. Partie d'une petite fille qui n'avait même pas le droit de toucher un appareil qui était photo. très timide. J'étais très timide. On avait beaucoup de garçons chez nous. Même pour manger, on mange tous ensemble. Moi, j'arrive à peine à manger, donc très timide et tout. Et voilà. Voilà, donc il n'y avait pas photo, mais aujourd'hui, te voici photographe. Ouais, toute ma vie, ouais. Très impressionnant. Ouais. Sylvie, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de la petite Sylvie? D'où c'est parti? D'où tout cela est parti? Ok, Sylvie est née d'une famille, je dirais, pas stable comme toutes les autres familles. Et je suis née d'un père qui était marié quelque part. Et il a trouvé ma mère chez elle. Et donc, je peux dire que j'étais considérée comme une grossesse non désirée au départ. Et donc, comprenez qu'en grandissant, je suis partie d'une famille à une autre. La vie n'était pas vraiment facile. Et vers mes 14 ans, la famille avait décidé que j'arrête avec les études parce qu'il n'y avait plus personne qui pouvait me prendre en charge. Et passant par toutes ces difficultés, quand je voyais la femme de mon oncle, parce que j'ai passé beaucoup de temps chez mon oncle, c'était vraiment une grande dame, parce que mon oncle, c'était un homme de valeur au Kivu. Il était conservateur des parcs nationaux de Virunga, mais il est décédé, et donc il n'y avait plus moyen que je sois prise en charge. Mais quand je voyais sa femme, je me disais qu'un jour, moi aussi, je serais une grande dame. Mais je ne savais pas ce sera par quel moyen, parce que les études qui étaient les seuls moyens par lesquels je pensais que je pouvais devenir ce que je voulais, il n'y avait plus d'espoir. Et donc, à mes 17 ans, on décide de me marier. Je me marie. Par grâce, je suis tombée sur un homme qui était compréhensif. Je lui ai partagé ma vision, que je ne voulais pas rester inutile toute ma vie. Je voulais être utile pour moi-même et pour mon pays et me sentir quelqu'un d'important parmi tant d'autres. Il a accepté, je me suis mariée à 4e secondaire. J'ai continué les études, j'ai fini les humanités, j'ai commencé l'université. J'ai obtenu mon diplôme de licence avec distinction parce que j'étais déterminée à devenir ce que je voulais. Tout en mettant au monde, bien sûr. J'ai obtenu mon diplôme de licence à l'ULPGL Goma. Et après mon diplôme de licence, je savais qu'avec les pourcentages que j'avais obtenus, à coup sûr, je vais trouver du travail. Mais ce n'était pas le cas. J'ai commencé de passer de stage en stage dans les institutions et mon mari était fatigué de ça. Il a dit, si tu ne trouves pas du travail, tu peux rester à la maison en train de garder les enfants. Ce n'était pas ça ma vision. Rester à la maison, ne pas être utile et commencer à commander toutes choses auprès de mon mari. Je me forçais, je lui proposais des choses, il refusait. Mais un jour, je suis tombée sur YouTube, je suis tombée sur la formule de production de jus de fruits d'ananas. Du début à la fin, j'ai proposé, il a encore refusé. J'ai continué quand même à insister, sans imposer, bien sûr, parce que si j'ai imposé, je savais que ça peut créer des problèmes. J'ai continué à insister, j'ai proposé des jus à la maison pendant des dîners et tout. Les jus étaient très, très, très appréciés par les enfants, par les visiteurs. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas c'était comment, il y a certains de ses amis qui ont commencé à demander le jus que je proposais à leurs enfants comme collation. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à proposer des jus de fruits aux amis de mon mari, dans les quartiers, chez les voisins.
Et je me suis dit, pourquoi pas au supermarché? Je suis partie au supermarché et j'ai vu que tout le monde adorait les jus que j'ai proposés. Et quand mon mari a vu ça, il ne voulait pas me vexer, me blesser. Il m'a donné, je me souviens, $200. C'était $200 avec lesquels j'avais commencé ma production de jus à la maison. Avec ma fille de la maison, on a commencé à proposer des jus. Et après une année aujourd'hui, nous sommes autour des 1000 cartons de production par mois. J'ai plus de 15 employés pour le moment. Et j'ai multiplié ma gamme. Je ne suis plus seulement dans le jus de fruits. J'ai fait du vin, j'ai fait des sirops et je compte aller plus loin. Je suis vraiment déterminée. Waouh, waouh. Comme je disais, nous avons avec nous des femmes au parcours très impressionnant. J'ai au-devant de moi 3 entrepreneurs. 3 entrepreneurs. Étant entrepreneur moi-même, je sais à quel point ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Alors, j'aimerais savoir, Madame Sylvie, quelle est la chose qui te motive et qui fait ce que, quelles que soient les difficultés, les défis, tu continues quand même? Comme je l'ai dit auparavant, je veux être utile. Je ne voudrais pas être inutile pour moi-même et pour ma société. Je voudrais laisser une trace sur cette terre. Qu'on parle de moi-même après ma mort, qu'on puisse dire, voilà, il y avait une dame qui avait proposé cette solution au Congo, à l'est du Congo. C'est pourquoi même ma marque, vous avez vu, ce sont les Bio Sylvia. J'ai vu pour les autres produits qui nous viennent d'ailleurs, ça porte le nom des fabricants. Et moi, j'ai préféré mettre mon nom pour que l'on puisse se souvenir de moi-même après mon départ. C'est ça. Wow. Pamela, qu'est-ce qui te motive? Moi, j'ai plusieurs motivations. J'ai plusieurs motivations. Ce qui m'a motivée au début, c'était, c'est ce qui a même orienté ma démarche artistique. C'était comment est-ce que la femme est considérée dans notre société. Que ce soit surtout la femme artiste. Quand on parle de la femme artiste, c'est une femme prostituée. Tu ne peux pas être danseuse, tu ne peux pas être chanteuse. Quand tu commences, les mots seulement artiste, on pense tout simplement à la drogue et tout ça. Il y a tellement de stéréotypes autour de ça. Alors, quand on parle aussi de la femme en tant que telle, la femme entrepreneur, la femme qui a des idées et tout, il n'y a pas cette place-là. Enfin, il n'y en avait pas. Et la façon dont on considère la femme dans notre société a été ma motivation au début. Et je voulais changer l'histoire de la femme congolaise, changer l'histoire de la femme d'Ikivu surtout. Parce que quand on parle de la femme d'Ikivu, on voit surtout la femme violée, on voit la femme qui pleure, on voit la femme déplacée. Pourtant, la preuve est là, on est là. Il y a des femmes qui ont des idées, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes qui font des choses, mais qui sont ignorées par le monde. On veut tout simplement parler de la femme réfugiée, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est beaucoup plus vendant. Et on ignore cette autre femme qui fait des choses. Alors je voulais donner la voix à cette femme-là. Parler pour elle, montrer cette femme au monde, montrer la femme congolaise avec toutes ses capacités intellectuelles, capacités physiques, de beauté, d'entrepreneuriat. Et c'était ça au début. Après, il y a eu beaucoup de challenges. Quand tu es femme, tu débarques dans un monde masculin parce que la photographie, c'était plus ou moins considéré comme un travail d'homme. Et c'est ce qui a été la phrase qui a donné un sens à ma vie. Quand j'ai dit à mon père que je veux être photographe, il m'a dit « c'est pas possible, c'est pas possible ». J'ai dit « pourquoi ? Tu es une femme, trouve-toi un mari, marie-toi, fais la vie comme tout le monde, ne me casse pas la tête ». Et il a dit « le travail de photographe, c'est un travail d'homme. Toi, tu es une femme, trouve-toi autre chose ». Et je me suis posé des questions, qui suis-je ? C'est quoi ma place dans la société ? J'ai vu que ma place a été déjà établie par quelqu'un d'autre
Tu es une femme, tu es née une femme, à un certain âge, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, suivre les ordres de ton mari, de ton père, de ton oncle, et puis c'est fini. Personne ne pouvait imaginer qu'une femme pouvait avoir de rêves autres que se marier, des ambitions, parcourir le monde, être quelqu'un. Comme Madame Sylvie l'a dit, ses souvenirs des tels. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Les femmes ont participé à l'histoire de l'Afrique, à l'histoire du monde, mais les femmes, on n'en parle pas, on parle des hommes. Alors, tout ça, ce sont les motivations pour moi. Et ce que je veux, c'est de pouvoir inspirer autant de femmes, arriver à décoloniser le monde artistique. Ce que je n'ai pas dit, je suis entrepreneur culturel. Donc, j'ai créé un centre culturel, tu connais, Tulizo Health Space, qui est à Goma, qui aide à former les filles, les femmes dans l'art, l'entrepreneuriat, mais aussi parler des questions liées à la femme, des droits de femmes, parce que on ne peut pas, par exemple, traduire quelqu'un en justice si on ne sait pas si on a abusé de nous. Donc, il faut d'abord savoir nos droits, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc, l'objectif, c'est d'inspirer autant de femmes, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'entrepreneuriat, pour arriver au moins à balancer les choses. Parce que je ne peux pas dire que jusque-là, ça va, non. Oui, les choses changent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Wow, merveilleux, merveilleux. On peut dire que tu es un peu une voix pour les femmes, pour leur dire, écoutez, votre place n'est pas établie, vous pouvez être partout. Oui. Partout, vous pouvez tout faire. Vous avez là des femmes impressionnantes qui font des choses impressionnantes, donc c'est possible. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi, l'autre peut le faire aussi. Il faut savoir comment se battre pour ce que l'on veut, pour ses rêves, pour ses objectifs. Moi, qu'on soit maman, qu'on soit jeune fille. Moi, je suis maman, j'ai un enfant, je suis mariée. J'ai fait ça et j'ai fait aussi ce que je rêve de faire dans la vie. Merveilleux. Aurélie, styliste, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir, quelles sont vos motivations, quelles sont ces choses qui font à ce que tu arrives encore à tenir debout et tu te surpasses? Moi, je dirais que c'est plus la vision que j'ai pour la marque que je suis en train de créer. Parce que en étudiant l'industrie, fashion industry ailleurs, ça rapporte des billions de dollars. Vraiment, c'est de l'argent. Et c'est dommage quand je regarde comment on a la culture des sapeurs au Congo et tout, mais qu'on ne nous reconnaît pas. C'est ça. Donc c'est ce qui me motive parce que je me dis non, on doit être. Oui, quand tu parles de la fashion, on passe au Congo. Donc c'est un peu ce qui m'a révoltée un peu parce que je me dis, mais Dieu merci, j'ai remarqué que ça commence à changer. Il y a maintenant beaucoup de fashion designers, que ce soit à Kin, que ce soit ici à Goma, à Bukavu et tout. Donc ça m'inspire aussi parce que je me dis qu'on peut tous le faire ensemble, au fait. Si on veut vraiment apporter le nom du Congo ailleurs, il faut qu'on soit unis. Donc je suis en train de créer cette marque, mais je suis aussi en train de viser, travailler avec les autres brands, les autres marques congolaises, des collaborations et tout pour vraiment emmener le Made in Congo vraiment à l'international. Ouais. Mais aussi, je dirais, parce que j'ai un atelier de couture. Et ce qui me motive, parce que des fois, c'est pas facile. Comme tu as dit, l'entrepreneuriat, là, c'est pas facile. Donc, je dirais que c'est aussi les tailleurs que j'ai, parce que j'en ai 3 pour l'instant. Et le fait que des fois, même si, par exemple, on n'a pas des clients, mais ils viennent au travail quand même, tu vois. Donc, pour moi aussi, ça me motive. Je me dis, OK, donc on est en train de créer quelque chose ici. Ouais. Donc, il y a quand même 3 familles qui sont nourries chaque jour parce que j'ai eu une vision et j'y tiens. Merveilleux. Madame Sylvie, quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a eu un parcours, un long parcours. J'aimerais un peu que vous puissiez partager avec nous quels ont été vos plus grands défis jusqu'ici. Oui, c'est vrai, nous sommes passés par beaucoup de difficultés. C'est
au début de nos activités, quand il fallait les faire à la cuisine, produire des jus, tu prends les couteaux, tu coupes les maracujas pour enlever les jus et tout. Et puis, on te demande de fournir 3, 5, 10 cartons. De faire à la main, ce n'était pas facile. Il m'arrivait parfois de dormir à 1h du matin parce qu'il fallait que je puisse fournir 9 cartons de jus. Mais aujourd'hui, j'ai maintenant des machines parce que j'ai été lauréate du projet des pas d'imprimé de la Banque mondiale. Ils nous ont fourni des machines. Maintenant, là, c'est plié à la main. C'est grâce à des machines. Là, on peut produire même 50 cartons de jus par heure. Et donc, comprenez que nous sommes passés par beaucoup de difficultés. Quand il fallait chercher les clients, passer par des hôtels, les solliciter pour qu'ils acceptent votre produit. Parfois, on nous rejetait, mais quand même, on insistait, on revenait encore et encore. Et quand ils voyaient que nous sommes courageux, nous sommes déterminés parce que nous voulons faire, ils acceptaient finalement nos produits et pouvaient les donner à leurs clients. Pamela, quels ont été... En fait, moi, quand je te regarde, je suis... D'ailleurs, quand je t'ai rencontrée, j'étais genre, waouh, une femme photographe. Et quand je t'entends parler, tu parles d'entrepreneur culturel. Je suis du Kivu, donc j'ai un peu une idée sur notre contexte. Comment est-ce comment déjà, le cliché autour de ça. Mais je me pose la question, quand j'entends dire que tu as eu un prix, je me dis... Quels ont été les plus grands défis auxquels tu as pu faire face pour en arriver là? C'était... je sais même pas si je peux tout dire, parce qu'il y a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. Que ce soit dans ma famille, dans la communauté, dans le monde artistique en général, il y a eu beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Déjà que c'était pas possible que je sois photographe. Donc mon père a dit carrément non, tu choisis entre la photographie et moi. Oui, donc il fallait choisir. Et j'ai fait un deal avec ma mère. Quand je partais, par exemple, pour prendre des photos, pour une formation et tout, elle disait qu'elle m'a envoyé. Et là, je vais faire la photo. Après, je reviens, elle m'a envoyé chez une tante, une cousine et tout. Et j'ai continué comme ça. Mais mon père ne savait pas. Quand il a su que je continuais avec la photographie, il a carrément arrêté et tout. Il a coupé le pont. Et c'était assez compliqué de me faire accepter d'abord dans ma famille et après me faire accepter dans la communauté. Quand tu sais, OK, on a engagé une photographe parce qu'au début, je faisais même le mariage et tout. Quand on dit à la mariée, OK, on a déjà pris le photographe et puis après, elle me voit débarquer. C'est une fille. Ça te choque, mais après, pour moi, c'était parmi le moteur qui me permettait de rester, de continuer, parce que je voulais qu'après, je vais m'y mettre, et quand elle va voir les photos, elle va dire « Waouh !» Après, elle demande pardon, après, elle s'excuse et tout. Mais c'est ce qui me permettait, les critiques et tout. Quand tu arrives, par exemple, je me rappelle un jour, dans le festival à Mané, il y avait plein de photographes, et j'arrive toute mince, toute petite, avec l'appareil photo. Et j'ai entendu à côté de moi, il y avait d'autres photographes qui parlaient entre eux, qui disaient il faut juste laisser 6 mois ici, elle va se marier, c'est tout, elle va rester, elle va arrêter. Ça m'a vraiment choquée, mais après je me suis dit OK, we will see, on va voir. Et ça m'a permis de continuer et tout. Le problème aussi, il y a un autre problème, c'est qu'à Goma, il n'y a pas d'école d'art. Il n'y a pas d'investissement dans le monde artistique. Donc, tout ça reste soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, et on oublie Goma. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et ce qui a été un problème pour trouver, OK, comment je peux me professionnaliser et tout, c'était compliqué. Alors, j'ai fait des formations à Dakar, à Kinshasa, à Lubumbashi, jusqu'enfin, je suis partie au Market Photo Workshop à Johannesburg, où j'ai maintenant étudié. Et là, c'était très compliqué. Tu n'as pas de matériel, par exemple. Tu n'as pas de fonds de démarrage parce que la photographie, ça coûte très, très, très cher. Très cher.
et tu n'as pas des fonds de démarrage, donc tu es obligé de faire de mariage et tout pour réunir le fonds, pour acheter un appareil photo et tout. C'est pas que l'appareil photo, il y a beaucoup d'accessoires qui sont là. Donc, il y a tous ces défis financiers, communautaires, les clichés et tout autour de la femme, autour de la photographie, de l'art. Mais moi, ça m'a permis de faire ce que je voulais faire. Donc, c'était important aussi, les défis. Eh oui. Les défis vous ont un peu forgé, vous ont rendu plus forte, plus intelligente. Vous êtes devenue plus perfectionniste et meilleure dans votre travail. Comme quoi, les défis, c'est quand même important aussi. Alors, Aurélie, vous êtes allée aux États-Unis, vous revenez à Goma après un certain nombre d'années. Quels sont les défis auxquels vous faites face en revenant? Déjà, c'était moi qui pensais, je suis en train de préparer mon business plan en étant là-bas. Donc, j'ai fait mon business plan en me basant sur les idées que j'avais. Donc, quand je suis arrivée, c'était toute une autre réalité. Toute une autre réalité. Donc, j'ai juste perdu mon temps avec tout ce que j'ai créé et tout. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment dire à la diaspora parce que si, par exemple, il y a des gens là-bas qui veulent venir et investir au Congo, il faut vraiment prendre le temps d'étudier le marché. Donc, venir étudier, prendre pas 2 semaines, parce que d'habitude, comme en Amérique, on te donne par exemple 2 semaines de vacances et tout, 1 mois, on ne sait pas assez. Il faut vraiment venir étudier le terrain, étudier le marché et puis faire tout ce qu'il y a à faire après. Donc moi, c'était ça le problème. Donc quand je suis arrivée, Dieu merci, moi je suis rentrée pour de bon. Donc c'était pas que j'allais rentrer encore là-bas et tout. Donc j'ai vraiment pris le temps d'étudier et les défis que j'ai eus, c'était plus les gens, mais t'as pas étudié ça, tu vois, donc c'est pas ce que tu as fait comme étude et tout, donc pourquoi tu veux ouvrir un atelier et tout. Et ça, c'est pour les clients, c'était vraiment, on la connaît pas dans ça. Donc, et ici, chacun a déjà son tailleur. Tu vois, donc c'était compliqué de vraiment s'établir parce que chacun, pour vraiment chercher la clientèle, c'était compliqué. Donc, la solution que j'ai eue, c'est de chercher un très bon tailleur. Mais j'avais fait des formations là-bas. Donc, j'ai quelques basics pour coudre et tout. Donc, quand j'ai trouvé un très bon tailleur, donc, en tout cas, la solution pour moi, c'était vraiment avoir une très bonne équipe qui va faire un très bon travail. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et même Liliane est en beat your wear, moi aussi. Et Liliane était parmi mes premières clientes. Liliane, merci. Hein? Franchement, elle était parmi mes premières clientes et tout. Elle m'a écrit sur Instagram et tout. Donc j'étais là, ok. Et j'ai parti chez elle, je la livrais ses affaires chez elle avant que je n'ouvre mon atelier en ville. Donc c'était vraiment gagner la confiance des gens. Et là, maintenant, ça commence à aller. Ouais. En vous entendre parler, on a l'impression. Je me sens même, je suis même tendue, je me dis, oh mon Dieu, quel genre de vie, it's so tense. Mais est-ce que derrière l'entrepreneur, il y a quand même une vie sociale? Est-ce qu'il vous arrive de sortir? Est-ce qu'il vous arrive de have fun, comme on dit? Mais Madame Sylvie, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre vie sociale? À part la femme entrepreneur, parce que particulièrement, ça c'est les genres de questions que je reçois tellement. Je me suis mariée tôt et j'ai directement eu mes enfants et en même temps je suis full-time employee, je suis entrepreneur, je suis pasteur et puis mariée. La question ce serait, est-ce qu'une femme qui entreprend, une femme qui est passionnée, qui est vraiment à fond en train de changer les choses, peut aussi avoir une vie sociale? Oui, c'est possible d'avoir cette vie sociale. Parce que comme je vous ai dit, je suis aussi mère au foyer, j'ai des enfants, j'ai mon mari, je dois aussi m'occuper d'eux. Donc, heureusement que Dieu nous a dotés d'une capacité extraordinaire. On est à mesure de faire plusieurs choses à la fois. Même si je suis dans mon entreprise, je suis en train de voir comment les choses se passent à la maison. Grâce aussi à la technologie que nous avons actuellement, vous pouvez déjà organiser les choses et à l'entreprise et à la maison. Pour ces niveaux-là, en tout cas, cette capacité, nous l'avons d'une manière là, divine. Et par rapport aux voisins, à la famille élargie, il faut maintenant programmer.
il faut programmer parce qu'au courant de la semaine, on est tout le temps au niveau de l'entreprise. Mais les dimanches, dans mon entreprise, moi, je me suis dit, les dimanches, je ne travaille pas. C'est les jours où je dois aller à l'église. C'est les jours où je peux rendre visite aux membres de la famille. C'est les jours où je peux maintenant me voir avec les voisins, papoter un peu et voir si on peut continuer à maintenir cette vie sociale-là. Sinon, c'est l'organisation et cette capacité que nous avons obtenue de notre Créateur qui fait que nous puissions réussir cette double vie. À t'entendre parler, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était « Waouh, être une femme, c'est pas facile. » C'est pas facile. Donc, en même temps, chef d'entreprise, mère, femme au foyer. Et en plus de tout ça, tu dois quand même entretenir les relations. Connaître les voisins, aller voir, nous sommes en Afrique, donc il faut avoir des très bonnes relations avec les tantes, et puis si en plus de ça tu appartiens à une église, c'est toute une communauté. Et ma question ce serait, en plus de tout ça, est-ce que tu arrives à avoir du temps pour toi, à t'amuser personnellement en dehors de faire du devoir pour les enfants, d'aller voir la tante pour dire bonjour parce que bon, ça fait 1 mois, je veux pas des problèmes. Est-ce que en plus dans ce tout là, tu as quand même du temps pour toi, pour t'amuser ici à Goma et où? Mon entreprise, mon travail, c'est déjà un amusement pour moi. C'est ce que je trouve. Parce que quand je suis en train de produire mes jus, je suis en train de presser mes fruits, déjà je suis en train de m'amuser. Je trouve que je suis en train de m'amuser. C'est déjà un temps d'amusement. Et les dimanches, je peux maintenant faire autre chose. Mais au courant de la semaine, en tout cas, je ne vais pas mentir, c'est mon travail. Wow. Donc on peut dire que ton travail, c'est aussi une source de satisfaction personnelle. C'est pas que je cherche toujours l'argent derrière ce que j'ai fait, mais c'est aussi un jeu, c'est un épanouissement pour moi. Quand je l'ai fait, je sens que je suis en train de faire ce que je veux vraiment. Oui, c'est ça. Wow. Pamela, photographe, tu as même été à Johannesburg pour faire tes études, tu reviens. C'est pas vraiment un genre de travail où tu sais de 8h à 16h. Non. Je parie que des fois tu dois faire des heures impossibles. Oui. En même temps mariée, oui. Mère d'un joli petit garçon, une petite fille. Alors dis-moi, comment tu arrives dans ce tout-là à trouver ton équilibre? J'ai une phrase qui me motive. Et ce que je dis toujours, c'est que être une femme, c'est être un homme 2 fois. Je m'explique. Déjà, tu es d'abord une femme, avec le rôle traditionnel qu'on connaît tous. Et après, tu es encore une femme avec des rêves. Donc, tu dois faire ce que tu dois faire et faire ce que les hommes doivent faire. Tu vois? Donc, tu es un homme 2 fois. Pas un homme masculin, mais tu es humain 2 fois, si je peux le dire comme ça. Si je m'amise, je pense que oui. Je pense que oui. Déjà que le monde artistique est trop fan. Donc, quand déjà tu es en train de créer, c'est amusant. Tu peux même en train de danser. C'est parce que vous n'avez pas vu comment on faisait mes photos. Je dansais même et tout. Donc, c'est un peu fan. Et pour moi, ça, c'est déjà s'amuser et tout. Et ce qui est aussi un peu intéressant, c'est que je suis boss de moi-même, je peux dire. Donc, je n'ai pas à être au bureau, par exemple, à 8h et rentrer, par exemple, à 17h et tout. Donc, je peux gérer mon temps en tant qu'artiste, mais quand je me suis retrouvée entrepreneur culturel, donc maintenant j'ai des horaires et tout, je dois être au bureau parce qu'il faut tenir la structure. Aurélie, toi tu as l'avantage de nous toutes. Eh oui, toi tu n'as pas encore à faire les devoirs. Qui vient avec ça parce que c'est tout le monde qui cherche à te mettre avec quelqu'un déjà, tu vois. J'ai un ami, l'enfant de tel est célibataire, pourquoi pas? Ok.
Mais en tout cas, pour moi, je dirais que, comme les dames ont mentionné, avoir la passion dans le travail, en tout cas, ça fait à ce que ça soit plus fun. En tout cas, c'est ça aussi pour moi, je peux dire. C'est la même chose pour moi. Bien qu'au début, pour moi, c'était difficile parce que je suis rentrée. Donc, trouver l'équilibre dans la vie sociale, c'était compliqué. Là, maintenant, après 2 ans, je peux dire là, c'est bon. En tout cas, après 2 ans, là, c'est bon. Mais au début, tu rentres, j'avais déjà des amies, mais elles sont toutes mariées et tout. Donc, quand tu veux faire un programme pour sortir, je dois demander. Ouais, et tout. Je vais voir et tout, mon enfant et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué et tout. Mais j'ai appris à comprendre. Et Dieu merci, j'ai aussi trouvé d'autres connaissances et tout. Donc là, c'est bon. Je peux dire que là, maintenant, c'est bon. En tout cas, ma vie sociale, il y a maintenant un équilibre. Au début, c'était... Compliqué. Très compliqué. Mais alors, dis-moi Aurélie, est-ce que c'est facile? C'est facile pour une jeune fille d'être en train d'entreprendre et en même temps d'avoir une vie relationnelle healthy, disons, en bonne santé? Est-ce que cela... disons, la casquette de cette fille battante, de cette fille qui a 3 employés, de cette fille qui a une certaine clientèle, est-ce que ça n'empiète pas à un certain niveau sur la vie relationnelle? Quand tu parles relationnel, tu parles de qui? Des hommes, des amis? Faut être précise. Je pense que oui, pour être honnête, je pense que oui. Et honnêtement, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas ce que je ne veux pas quand même arrêter de faire ce que je fais parce qu'il y a un homme qui est intimidé et tout, tu vois. Ouais, donc je me dis que le bon verra et puis on va avancer ensemble. Vu que lui aussi, sûrement, il sera en train de créer aussi ses affaires. OK, on va ensemble alors. Mais pour être honnête, oui, j'ai expérimenté ça, genre... tu vois, quelqu'un, soit il vient, tu sens déjà un petit complexe, mais toi, tu es là, tu es cool et tout ça. Mais ce qu'il voit de l'extérieur, elle a sa propre entreprise, elle a ses gens et tout. Et des fois, je ne suis pas disponible et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait comment il va faire les choses. Donc, le bon, il est toujours là. Ouais. Ceux qui sont intimidés ne sont pas les... bons. Ils sont pas les bons. Les bons resteront quand même. J'ai beaucoup aimé quand Patricia, tu as parlé de Goma. Et tu disais, on met le projecteur beaucoup plus souvent sur la partie dramatique, M23, et toutes les choses affreuses qui se passent, qui nous atteignent tous à un certain niveau. Et oui, c'est très important d'y mettre le projecteur. Mais tu disais aussi que cela faisait ce qu'on n'arrive pas, les gens n'arrivent pas à voir la beauté du Kivu. Les gens n'arrivent pas à voir toutes ces personnes qui entreprennent dans l'art, qui entreprennent dans la mode, toutes ces femmes battantes qui arrivent à voir imposer leur marque de jus sur un marché où 90% des jus sont importés d'un peu partout. J'aimerais que vous puissiez un peu nous dire quel est le message. Quel est le message? Voici une occasion pour une fois où le projecteur est sur la mode, sur l'art, sur la production des produits 100% Congo. Et oui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est la chose que vous aimeriez pour cette fois que les gens retiennent? Je commence avec toi, Patricia. Pamela. OK. À Goma, on a ce problème-là, de cette image caricaturée de Goma. Et des fois, quand tu parles de Goma, quand tu dis à quelqu'un « je viens de Goma », c'est comme élevé « oh, tu viens de Goma, oh ». C'est comme victime, oui. Et c'est comme il n'y a que ça qui se passe à Goma. C'est vrai, la guerre existe. Il y a des déplacés, on le sait. Il y a des atrocités qui se font. On n'est pas d'accord, c'est pas acceptable et il faut faire quelque chose. Mais à côté de ça, il y a une vie. Il y a des gens qui sont là, qui se battent tous les jours. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à Goma, la jeunesse se bat tous les jours et on ne perd jamais espoir. Malgré ce qui se passe, malgré ce qui s'est dit, on garde toujours espoir. On essaie encore et encore. On vit tous les jours comme si c'était le dernier. Et ce que j'aimerais dire au monde entier, à Goma, il n'y a pas que la guerre. Il
il y a autre chose. Il y a des gens qui entreprennent, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont des idées. Et malheureusement, les gens ont peur d'investir à Goma. Il y a des idées et tout. Peut-être elle a eu cette chance-là, mais peut-être il y a 10 femmes, il y a 20 femmes qui ont des idées aussi, mais qui n'ont pas de financement, par exemple. Par exemple, parlons du monde artistique, par exemple. Moi, je n'ai pas eu de financement pour commencer la structure que j'ai commencé. J'ai commencé avec le prix que j'ai eu, les prix internationaux de la photographie organisés par la maison de couture Dior. J'ai commencé avec ça jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas de financement, je n'ai pas de fonds, il n'y a pas de musée à Goma, il n'y a pas de collectionneurs, il n'y a rien. Et malheureusement, nous-mêmes Congolais, on n'investit pas dans le Congo. C'est ça le problème. Et même le Congolais des diasporas. Tu pars, je te remercie, toi tu es parti, tu es rentré, tu viens faire quelque chose à Goma. Et moi je pars, je reviens toujours. Mais les gens ne veulent pas investir à Goma. Tu vas voir quelqu'un qui va boire du jus, par exemple, industriel, pourtant il y a du jus bio, made in Goma. C'est pas possible. Quelqu'un qui va s'habiller, je ne sais pas de quoi et quoi, pourtant il y a des habits ici à Goma produits par des Congolais. Ce qui est un grand défi ici à Goma pour les entrepreneurs. Comment avoir les fonds? Comment avoir les fonds de commencement? Comment avoir les produits, les matériaux et tout? Ce que je veux dire pour finir, c'est que venez voir. On est là, on existe et on a une histoire à raconter. On a des choses à dire. Et il est temps que nous-mêmes prenons cette responsabilité de raconter notre histoire, d'impacter le monde par nos propres capacités, par notre histoire. Et nous soutenir nous-mêmes, entre nous par exemple. Et il y a des grands hommes au Congo, il y a des riches au Congo. Mais je n'ai jamais vendu, par exemple, mon travail au Congo. Je n'ai jamais vendu mon travail, par exemple, au Congo. Mais à l'extérieur, en Europe, je le fais. Ce qui est un peu triste, tu vois. Et on essaye toujours d'échanger cette image, de dire, OK, à Goma, c'est les bombes. À Goma, il n'y a pas. Il y a. Il faut voir au-delà, voir autre chose que la guerre, donner la chance à l'histoire congolaise, à l'histoire gomatracienne, d'aller en dehors, d'aller à l'international du point de vue positif. Wow. Elle a tout dit. Désolée. Mais quelle est la seule chose que toi tu aimerais dire Oui, je pense comme elle a dit, elle a tout dit, mais si je peux ajouter quelque chose, je peux dire dans mon domaine des jus, en tout cas au Congo, nous avons des terres fertiles qui ne sont pas encore endommagées par des pesticides, qui ne sont pas cultivées. Si les gens peuvent venir investir au Congo dans l'agriculture, ça sera merveilleux. Ils sont les bienvenus chez nous. Oui. Et moi, ce que j'aimerais rajouter, parce que je sais que dans les pays occidentaux et tout, il y a trop de conférences. Il y a trop, tu vas voir, les Congolais se réunissent pour parler du Congo et tout ça. Mais il faut être là concrètement. Il ne faut pas seulement parler pour parler, il faut venir aussi voir. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent aux alentours de Goma et même aussi côté sécurité à Goma. Mais comme Pamela a dit, on vit quand même. On vit, en tout cas, on vit notre best life. Et thank you, on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Je pense que Goma, pour moi, en tout cas, si ce n'est pas la plus belle ville, c'est l'une des plus belles villes de la RDC. Et donc, il faut venir visiter, pourquoi pas. Et peut-être vous aurez des idées pour investir à Goma. Et Dieu merci, j'ai remarqué qu'il y a quand même un shift avec les réseaux sociaux. Parce que plus la ville est exposée, plus ça attire les gens qui viennent. Donc, il y a quand même un plus par rapport à ça. Eh oui, donc Goma, l'est du Congo, il y a aussi du beau. Alors, vous êtes toutes à Goma et vous œuvrez à Goma. Là, disons 90% sauf Pamela,
90% de votre clientèle, on peut dire qu'elle est oui, sauf toi, qu'elle est à Goma. Alors, j'aimerais savoir comment toutes les choses qui se passent à Goma impactent vos activités. On a récemment eu les attaques du M23, on a eu le volcan. Comment est-ce que tout cela a impacté vos activités? En tout cas, surtout moi, la guerre a eu beaucoup d'impact sur mon activité. Surtout que mes fruits, mes légumes que je transforme viennent du Grand Nord, des Lubero, les alentours des Butembo. C'est de là que je collectionne les fruits pour les amener ici pour les transformer. Maintenant, quand on a coupé la route, parce que jusqu'à maintenant, la route est toujours coupée. Et donc, on n'a plus la possibilité de ramener les fruits qu'on transforme pour produire du jus. Et donc là, on est en difficulté de production. On cherche maintenant des fruits par-ci, par-là dans d'autres villages aux alentours de Goma et ça n'arrive pas à satisfaire la demande que nous avons. Et donc, on est obligé de hausser un peu les prix. Vous voyez que la clientèle, parfois, ils sont réticents quand vous haussez les prix, mais on s'efforce, mais on n'est pas encore à l'aise. Quand on va ouvrir la route, là, on sera encore à l'aise parce qu'on va ramener encore les fruits. Et les volcans, surtout mon usine qui se trouve dans le territoire de Nyiragongo, c'est la route même du volcan. Comprenez qu'on est toujours stressé. À tout moment, on s'est dit, il peut y arriver l'éruption volcanique et tout va être emporté par la lave. Là, on est vraiment trop stressé par rapport à cette catastrophe naturelle. Mais quand même, comme on est là et la demande est toujours là, on continue à faire comme si rien n'était. Entrepreneur résilient. Oui, comme je dis, à Goma, on vit chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que tu ne vas pas te dire, OK, comme mon usine est là et que le volcan peut passer à tout moment, j'arrête. Tu peux attendre 10 ans et le volcan ne va pas passer. Et c'est un peu différent parce que quand on a un discours, par exemple, je suis en train de parler de Goma, de l'image de Goma. Je suis photographe, je vais donner cette image que moi je vais donner. Et puis de l'autre côté, il y a le M23. Tu vois que c'est des choses. Oui, tu ne peux pas parler à quelqu'un, OK, à Goma, il y a ça, c'est beau et tout, et break news. Il voit que le M23 arrive. Donc, pour nous déjà, les artistes visuels, c'est un problème parce que c'est comme on fait quelque chose et il y a son contraire qui est juste là. Et c'est très compliqué de balancer les choses ou de trouver les justes milieux, l'équilibre, parce qu'on ne va pas faire semblant que la guerre n'est pas là. Oui, la guerre est là. Le M23 est là. Les volcans est là. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter de vivre. Oui, mais c'est très compliqué parce qu'on se demande, on a tendance à avoir un problème de discours ou d'identité. Tu te demandes, OK, je continue comme ça ou je... Donc, c'est... Pour moi, personnellement, c'est surtout ça le problème parce que tu dis ça et il y a ça qui se passe. OK. Pour moi, je dirais, avec l'expérience, parce que ça fait quand même 1 année, presque 2 ans que j'ai commencé, et je dirais c'est pas vraiment lié à l'insécurité, mais c'est plus chercher comment, parce que j'ai par exemple des clientes qui vivent ailleurs et qui veulent mes vêtements et tout. Et c'est là que je suis un peu calée parce que je me dis, OK, comment je peux faire arriver mes habits à l'extérieur? C'est ça, au fait, là où je suis en train de chercher parce que post office, comment on dit? Post office en français, je ne sais pas, mais là où on envoie le bureau de... Comment? De la poste. La poste, voilà. D'ici, vraiment, on peut vraiment... Ouais, tu vois. Donc, on ne peut même pas compter sur ça. DHL, c'est trop cher et tout, c'est trop cher. Mais je dirais peut-être les problèmes que j'ai eu par rapport à ça, c'est seulement les habits des clientes que j'ai ici. S'il y avait une urgence et il y a grève, on ne peut pas travailler. Peut-être ce genre de problème, oui. Donc, ouais. Donc, l'insécurité, c'est un sérieux problème. Ça peut impacter déjà même les ventes. Parce que si une personne a en tête que le M23 peut à n'importe quel moment entrer en ville,
il ne va pas penser directement à acheter du jus. L'histoire que je vais te raconter. J'avais un contrat, Z-contrat, tu vois, Z-contrat. Un contrat que n'importe quel photographe pouvait rêver. Et tout est déjà bon, tout est déjà calé et tout et tout. Et on a déjà fait des réunions et tout et tout. J'ai devrais même travailler avec l'équipe de Jerry et tout. Et boum, badaboum, demain la M23 va arriver. Il y a pas... Nanana. Et juste comme ça, le contrat a été annulé parce que je devrais travailler avec une modèle chinoise d'origine congolaise qui devrait venir de Londres pour venir travailler à Goma et il a eu peur. Wow. Oui. Et même ceux qui m'ont contacté ont eu peur aussi, ils ont annulé le contrat. Et j'ai tout perdu à cause de ça, à cause de l'insécurité. Donc, j'ai déprimé. J'ai déprimé parce que c'était des contrats, tu vois. Tu es en train de voir, j'étais en train d'imaginer les photos que je vais prendre, j'ai déjà fait tout. Et j'étais en train d'imaginer l'image que ça va donner sur Goma pour cette modèle qui est venue à Goma. Et les photos, par exemple, c'était avec une grande compagnie de mode et tout. Et voilà, c'est parti à cause de cette insécurité. Donc, ça impacte beaucoup, ça impacte tout. Et aussi, ça influence les investisseurs pour ne pas venir investir à Goma. Il n'y a pas d'investissement. Par exemple, on ne peut pas comparer comme Kinshasa ou Lubumbashi parce que les gens ont peur. Comme elle a dit, tu peux investir, tu construis l'usine et tout, et puis badaboum, le volcan passe, tout est parti. Il y a grève, il y a quoi, il y a le... Oui, l'insécurité, c'est un réel problème. Et récemment, justement, avec la prise de Rutshuru et tout par le M23, on a un certain nombre de nos entrepreneurs qui avaient reçu des investissements, qui ont vraiment... qui est en train de travailler sur plusieurs hectares à Rutshuru et sur toute cette partie, qui ont perdu de l'argent. Beaucoup d'argent parce que, bon, maintenant, ils peuvent pas récolter. Ils peuvent pas récolter. C'est tout un problème. Donc, finalement, vous avez une tonne des produits alimentaires qui vont être abîmés, jetés, pourris. Entre-temps, de l'autre côté, dans la ville, il y a manque. Le panier de la ménagère, maintenant, c'est compliqué. Ce que tu pouvais t'offrir avec $5, tu ne peux même pas te l'offrir avec tous les risques, la sécurité, le volcan et tout. Est-ce que vous avez quand même un plan? What's next? Qu'est-ce que Cassibio prévoit pour les prochaines années? Mais nous voulons maintenant aller implanter des usines dans des provinces pour essayer de minimiser les coûts de transport. Surtout quand il faut envoyer les jus à Kinshasa avec des frais, ça prend beaucoup d'argent. Mais nous voulons vraiment devenir les Lipton congolais dans la production de boissons biologiques. Oui, c'est ça notre rêve. Oui. Pamela. Pour moi, personnellement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais encore aborder. Et chaque jour, ça change. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a des milliers de femmes qui ont encore besoin que je raconte leur histoire. Et c'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Mais l'idée, l'objectif, ou dans le futur, j'aimerais qu'à Goma, avec ma structure, Toulouse Health Space, d'avoir l'espace sûr pour les femmes, de pouvoir développer leurs capacités, avoir de matériel pour développer ces capacités-là, de formateurs dans tous les médiums. Tous les médiums comme la photographie, le journalisme, stylisme, comme l'islam, la poésie, la peinture et tout, avoir l'espace sûr où la femme ou les artistes peuvent montrer leur travail, peuvent parler de leur passion et aussi inviter la communauté, avoir l'espace où tu sais, ok, là c'est l'espace pour les femmes.
Pour moi, je dirais, en tout cas dans mes plans, c'est... Habiller Beyoncé. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en tout cas? Oui, et justement parce que je compte vraiment partir à l'extérieur pour exposer ce que je fais ici. Parce que je ne compte pas seulement rester à Goma, ça, c'est pas mes plans. Mais par contre, m'établir à Goma, c'est important pour moi. Parce que quand on parle du Made in Congo, on vise plus Kinshasa. Tu vois. Donc, vu que moi, j'ai vraiment un plan d'aller aussi à l'international et que ça ne soit pas seulement Kinshasa, la maison est basée à Goma. Tu vois. Parce que vu qu'il y a trop de négatifs sur Goma, qui voient aussi qu'il y a quand même le positif aussi. Et aussi chercher, parce que moi, d'habitude, je ne mets pas le pain. Et on parlait même avec Pamela, comment elle cherchait aussi des trucs un peu stylés et tout. Je disais, ça, c'est mon domaine, au fait. Parce qu'en voyant ça, on ne saura pas que c'est made in Goma et tout, mais c'est fait ici, ouais. C'est fait, donc c'est un peu ça mon style que Liliane aussi a mis. Donc, avoir une petite touche qui est différente de ce qu'on voit ici. Donc, emmener ça à l'extérieur, c'est vraiment ça, mes plans. Ouais. Nous avons eu au devant de nous aujourd'hui 3 dames formidables qui se sont démarquées de par leur parcours, dans leur carrière. Elles en sont arrivées à un point où aujourd'hui, elles ont des employés, elles sont motivées chaque jour par cette passion, cette vision qu'elles veulent atteindre. Elles ont connu des défis culturels liés à la culture, des défis liés à la communauté dans laquelle nous sommes, mais elles ont continué. Et c'est quelque chose d'impressionnant. Merci beaucoup à vous tous qui avez été avec nous pendant ces échanges. Si vous avez des questions, nous sommes là. Merci beaucoup. Au revoir.